Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Maël Le Pilouer. Il est secrétaire fédéral des jeunes socialistes costarmoricains. Il est également membre du conseil fédéral du Parti socialiste des Côtes d'Armor. Et il est en direct avec nous ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. On va parler de politique, ça vous aura pas échappé, Maël Le Pilouer. Les européennes arrivent, moins de 3 mois maintenant pour ces élections européennes, avec un paysage particulier, une ambiance particulière et surtout la montée de l'extrême droite. Alors pas seulement en France, mais un peu partout en Europe. On va en dire un mot tout à l'heure. J'imagine que c'est quelque chose, je pose souvent la question aux différents invités qui se succèdent au micro de la matinale. J'imagine que au PS et pour les jeunes socialistes dont vous faites partie, c'est aussi une grande interrogation, cette montée de l'extrême droite, du RN. Oui, effectivement, on ne va pas se le cacher. En Bretagne, on a toujours été épargné par la montée de l'extrême droite. Juste un petit rappel, le dernier député d'extrême droite élu dans le département, c'était, bon, dans des circonstances bizarres, c'était en 1956, mais parce que c'était de la proportionnelle, c'était un poujadiste qui avait très peu fait parler de lui, et depuis, on avait justement réussi à endiguer une nouvelle montée de cette vague d'extrême droite. Mais on est vraiment dans des circonstances particulières. Bon, ça vous aura pas échappé que l'année 2024 est une année électorale mondiale, puisque de mémoire, il y a à peu près 2 tiers des pays qui vont voter, dont les États-Unis, qui sont, eux, à un autre stade du délire électoral. Mais pour ces élections européennes, effectivement, la montée de l'extrême droite est préoccupante, d'autant plus que l'extrême droite n'a jamais été européiste, ou alors je ne suis plus historien. Mais je ne l'ai pas précisé, effectivement, voilà. Vous êtes aussi historien, voilà, c'est important de resituer. Voilà, oui, donc je me base sur des faits qui sont facilement vérifiables, hein. Voilà, il y a pas de problème, je peux donner mes sources, voilà, on a pu en discuter. Mais il faut aussi regarder les territoires justement où l'extrême droite progresse, et quand on le constate, c'est vraiment dans les anciennes terres rouges. On peut penser par exemple au Centre-Bretagne, bon, qui a été un bastion communiste après 1945, mais qui était déjà un bastion royaliste aussi sous la Troisième République, faut pas l'oublier. Donc on voit vraiment il y a une forme de retour de l'histoire. Voilà, c'est ça, parce que c'est plus le tempérament des personnes que les idées. Et bon, on va pas se le mentir. Voilà, moi je suis issu du Centre-Bretagne. Quand je discute avec les gens là-bas, je leur demande mais pourquoi vous allez voter pour eux. Ils disent bah tu sais Maël, on n'est pas, franchement, voilà, on n'est pas raciste, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Mais on a tout essayé, alors finalement pourquoi pas eux. Il y a une forme aussi de déclassement. Est-ce que finalement, en un mot, la gauche, il ne s'agit pas de faire le procès ici de la gauche ou même du Parti socialiste, mais est-ce que finalement les forces de gauche sont passées à côté depuis quelques années du vote populaire, des préoccupations des habitants et particulièrement dans les territoires défavorisés? Alors, je ferai une distinction entre les élus locaux de gauche qui, au quotidien, se battent pour leur village, pour leur communauté de communes, pour leur canton. On a bien vu, là, pour prendre l'exemple du pays de Guingamp et du pays de Lannion, qui sont des terres, qui sont des terres à gauche, on voit les élus mobilisés justement pour la défense de leurs services publics de proximité. On pense à l'hôpital, effectivement. Voilà, de Guingamp, de Lannion, qui était d'ailleurs dans l'Ouest de France ce matin. C'est aussi un combat pour les écoles. On a pu le voir, moi j'ai été stupéfait de voir comment les petites communes du Centre-Bretagne, entre guillemets les ploucs, parce que ça, j'ai pu l'entendre aussi, ça m'a quelque peu énervé, voir comment ces populations-là étaient capables de se mobiliser pour leur école, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de Tréfrin, où les personnes sont venues, le village est venu en car, de Tréfrin jusqu'à Saint-Brieuc, donc il faut vous imaginer qu'ils ont traversé la moitié du département, plus après, ils sont venus accompagnés d'un camion avec un conteneur. Et dans le conteneur, il y avait de quoi faire une salle de classe, il y avait de quoi monter une exposition, ils se sont installés là, et ils se sont mobilisés. Alors que vous prenez par exemple des communes qui sont plus sur la côte, ils sont venus avec 2-3 pancartes, 2-3 banderoles en disant « Rendez-nous nos écoles ».
Ah ouais, non, mais ça force le respect. Donc, il y a une conviction plus ancrée finalement en Bretagne centrale, là où il faut aller chercher les services publics ou les maintenir, se battre pour conserver ce qu'on peut conserver. C'est plus marqué dans ces territoires. Ah oui, tout à fait. Et justement, alors, je ne dirais pas que c'est de la faute de la gauche du coup si le RN progresse localement, parce que justement on a les élus de gauche qui se mobilisent au quotidien, voilà, je tiens à le rappeler, mais c'est peut-être les idées portées au niveau national, parce qu'effectivement il ne faut pas oublier cette conjoncture-là, qui ont pu contribuer justement à produire cet effet de déclassement. Mais faut pas l'oublier aussi qu'on a un président qui est au pouvoir depuis 2017, qui depuis 2017 joue au yo-yo. C'est-à-dire, je vous promets ça, mais je ne vous le donne pas. Le fameux en même temps. Le fameux en même temps, voilà, on y vient. Avec en 2017, une large victoire du macronisme dans le département, mis à part Loudéac-Lamballe, où Marc Le Fur est resté indéboulonnable. Mais il faut savoir que le député qui a été à Guingamp a fait énormément de mal à sa circonscription, en proclamant haut et fort qu'il était pour la fermeture de l'hôpital. Donc face à ça, les populations qui avaient voté en sa faveur, parce qu'il a quand même été élu avec un score assez important, les populations qui avaient voté pour lui avaient une certaine forme d'espoir envers le macronisme, parce que justement Macron avait promis, oui, je suis ni de droite ni de gauche, je vous promets que tout va bien se passer, je vais être au-dessus des partis. À patatras, il n'a jamais été au-dessus des partis, et même pire, il s'est orienté vers ce que certains historiens appellent l'extrême centre. Le fameux extrême centre, qui fait ressurgir l'extrême droite de fait, puisque là aussi, le président de la République avait dit, moi, au pouvoir, je ferai reculer l'extrême droite le plus loin possible du pouvoir. Et aujourd'hui, on voit que c'est un échec, finalement. Oui, force est de constater que, justement, il a très, 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 très mal réussi. Quand on regarde, il a voulu intégrer l'extrême droite au sein de l'arc républicain et repousser la France insoumise. Pardon, mais la France insoumise, pour moi, porte plus un projet républicain que les partis d'extrême droite, qui se revendiquent souverainistes, mais qui, en théorie, ne le sont pas, quand on regarde la nature de leur vote, ne le sont pas vraiment. Mais voilà, tout ça pour dire que les élections européennes, effectivement, vont être un enjeu en France. Alors, on entend Jordan Bardella dire « Oui, ça sera un référendum, mais une élection référendum, mis à part en 1945, ça s'est jamais vu. » Donc, je ne vois pas en quoi mettre un bulletin Rassemblement National, ou Reconquête dans une urne pour des élections européennes va faire en sorte que la situation nationale va s'améliorer. Faut pas confondre les deux enjeux. On peut imaginer que l'exaspération, finalement, le rejet du président de la République aujourd'hui amène la population, les Français, à justement faire un vote sanction à travers ce vote européen. Oui, je pense qu'il faut il faut que les populations qui peuvent voter, qui vont aller voter. Et c'est pour ça, moi, quand je vois les chiffres qui se présentent au niveau de l'abstention, je trouve ça désolant. Mais il faut bien dire aux Français que s'ils veulent mettre en place un vote sanction, le meilleur vote, le vote utile, parce qu'on parle beaucoup de vote utile, on en a parlé en 2022 du vote utile. Le vote utile aujourd'hui, c'est Raphaël Glucksmann, parce qu'il y a 33 sièges d'écart sur 705, 33 sièges d'écart entre le parti qui est majoritaire au sein du Parlement européen, qui est le PPE, donc la droite libérale, teintée d'un peu de conservatisme, et le groupe des sociodémocrates, donc la gauche modérée, la gauche socialiste, qui à partir de 2024, est en mesure de prendre le pouvoir au Parlement européen et de mener justement une politique de gauche au sein de ce Parlement, ce qui n'est jamais arrivé depuis les années 70. Alors, avec quand même ce chiffre, pardonnez-moi, je reviens sur le chiffre que l'on donne, alors, ça reste un sondage, évidemment, on crédite quand même le Rassemblement national de 30%, certains sondeurs vont même un petit peu plus loin, alors là encore, des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, on a 3 mois des élections, il peut se passer beaucoup de choses, mais est-ce que c'est quand même un chiffre inquiétant ? Ah oui, tout à fait, c'est inquiétant. Alors je pourrais vous répondre
comme l'avaient fait les Guignols en leur temps avec une vidéo de Jacques Chirac, vous savez, les sondages, c'est versatile, ça va, ça vient. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas prendre ce chiffre à la légère. 30% pour le Rassemblement national. Bon, il faut comparer ça, je vous dis, aux chiffres des abstentions, etc. Bien Replacer sûr. les choses dans leur contexte. Parce que bon, je fais de la statistique électorale, donc les chiffres, les chiffres, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. D'où ma prudence. Oui. Mais voilà, un Rassemblement national qui est à 30%. Bon, une liste macroniste qui est en dessous des 20%, si j'ai bien compris. 18, oui, on parle de 18%. 18,5%. Une liste socialiste qui arrive pour le moment en 3e position avec 11,5% des intentions de vote. Et ben, moi, je vais vous dire, j'appelle les électeurs du Rassemblement national à regarder plus concrètement ce que font la gauche, ce que propose la gauche démocratique, la gauche socialiste, la gauche qui est proche du peuple. Celle qui n'a pas peur de se retrousser les mains, d'aller visiter, d'aller au contact des populations, de discuter, de pouvoir échanger. Parce que c'est ça aussi, je vais vous dire, il y a un petit peu de ça aussi chez les électeurs du Rassemblement national. C'est quand on les entend, généralement quand je discute avec eux, je les laisse exprimer leur colère et après on discute. Et à la fin, je leur dis, mais vous voyez, moi je suis socialiste, j'ai pas peur de discuter avec vous. Et au final, je vais vous dire, on comprend leur colère, et moi, avec les idées qui sont portées par le Parti Socialiste, des fois, je suis pas mécontent, j'ai réussi à en convaincre un, pour le moment, surtout ceux que je connais. Mais justement, peut-être qu'il faut aussi retourner au contact des gens, et apprendre à entendre leur colère. On a reproché ça aux grands partis politiques, alors pas seulement le Parti Socialiste, mais la droite également, hein, si on veut faire plus large, de ne pas avoir été, la droite républicaine, LR pour les citer, de ne pas avoir été assez au contact, de ne pas avoir été sur le terrain, d'avoir un petit peu abandonné ce côté-là. Alors ce n'est pas le cas des élus ou des militants, ou des jeunes militants, mais voilà, on a reproché un petit peu au niveau national, aux états-majors des partis politiques, d'avoir oublié ce terrain, ces préoccupations, ce désarroi, on l'a vu avec la crise agricole ou la crise de la pêche, ce désarroi également. Ah oui, non mais tout à fait. Et je vais vous dire, on est à 7 ans de politique néolibérale, avec des élus macronistes, des députés, qui sont issus ni plus ni moins que de l'opportunisme. Alors on va pas se le cacher quand on regarde la sociologie des députés dans le département, mais aussi en Bretagne, faut pas l'oublier. Des personnes qui ne sont jamais sur le terrain, qui ne prennent pas en compte les avis des gens. Je vais vous dire, ça s'est vu pendant le vote de la réforme des retraites ou le vote de la loi immigration, des gens qui ne sont absolument pas sur le terrain, qui ne connaissent pas leurs administrés. Ça s'est vu aussi pendant les crises étudiantes, mais on va en parler. On en reparlera tout à l'heure. Mais on est avec des gens qui ne vont pas, ont peur d'aller voir les gens, se disent « Oh, je vais être élu sur mon nom, patati, patata ». Il y a aussi un côté un peu jacobinisme aujourd'hui de la politique, on le voit, c'est un petit peu pour tous les partis. Bon, là évidemment, pour le gouvernement, on parle beaucoup d'autonomie. J'avais prévu de vous en parler à la fin, mais là finalement, puisqu'on est sur cette mécanique électorale, on parle beaucoup d'autonomie des régions. La Corse va vers cette voie-là. On a vu le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, appeler aussi de ses voeux que la Bretagne soit plus autonome. Est-ce que c'est une bonne chose pour la politique future, de votre point de vue de jeunes militants, de jeunes engagés ? Alors, je vais vous répondre, parce que quand on me pose des questions de cette nature-là, je vais vous répondre tout simplement, que dit l'histoire ? L'histoire a toujours montré que les régimes successifs, alors avant la Révolution française, parce que le jacobinisme n'est pas une invention de la Révolution française, hein, les tenants de la monarchie absolue l'avaient déjà mis en place, mais justement on a voulu régénérer la formalité administrative de la France avec la Révolution. Ça a donné des choses formidables que sont les départements, les cantons, les communes, avec toute cette stratification, mais justement après, au 19e siècle, on a mis en place des mandats électoraux, mais qui s'exerçaient de manière ascendante-descendante. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contact horizontal. Il n'y avait que du vertical. Voilà, tout allait en descendant. Tout allait en descendant. Mais la France est arrivée au bout de ce modèle. Quand on voit les chiffres des abstentions aux élections locales, régionales et départementales,
Je veux dire, maintenant, les gens ne comprennent plus à quoi servent toute cette strate administrative. Et justement, oui, moi, ce n'est que mon avis personnel, hein, mais une forme d'autonomisation serait la bienvenue, puisqu'on est sur Bretagne 5, ben voilà, on va en profiter pour... Voilà, Bretagne 5 qui ne fait pas de politique, qui en parle, mais qui n'en fait pas. Qui n'en fait pas. Mais voilà, je trouve l'argument assez amusant. Mais quand on regarde, on nous parle de Bretagne. Mais depuis 1789, la Bretagne, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire parce qu'on a détruit l'ancienne province de Bretagne pour laisser à la place 5 départements. Et après, bon, la région Bretagne a été créée, comme on le sait, à partir de débris de débris d'une idée pétainiste, et on en a retiré la Loire-Atlantique. Mais justement, peut-être que si on fonctionnait plus avec des régions qui étaient centrées sur les aspects culturels, les aspects de bassin de vie, les aspects économiques et sociaux, peut-être que ça fonctionnerait plus. Bon, voilà, c'est pour ça que moi je suis très critique envers, du coup, c'est peut-être une des seules critiques que j'ai à leur faire d'ailleurs, envers les lois qui ont pu être faites sous le quinquennat Hollande, justement à propos de ça. Parce que le découpage des régions, voilà, ces grandes régions qui n'avaient plus grand-chose finalement voilà, c'est ça. De culturel. Je vais vous dire, la seule région qui a été contente au final, c'est la Normandie. Qui a été réunifiée. Voilà, on a réunifié la Normandie, mais on n'a pas réunifié la Bretagne. Pourtant, ce qui aurait permis un meilleur développement économique, une meilleure reconnaissance, et aussi, je vais vous dire, ça éviterait peut-être qu'on ait des partis nationalistes bretons, comme le Parti national breton, qui ressurgissent en balançant des idées plus que nauséabondes. Et quand j'entends leurs arguments, c'est oui, la Bretagne c'est bretonnant, non, c'est aussi galaisan, faut pas l'oublier, les cocos. Rennes et Nantes n'ont jamais été, les comtés de Rennes et Nantes n'ont jamais été des comtés bretonnants. Ou alors j'ai mal écouté mon prof en deuxième année. Mais voilà, il faut donner cette reconnaissance au territoire, parce que c'est le territoire qui font le national. Vous savez, Renan... Je coupe. Est-ce qu'il faut supprimer les départements? C'est la grande question aujourd'hui. Non. Non. Parce que le département est ce regroupement d'élus locaux qui connaissent leur territoire. Généralement, ils sont maires, ou conseillers municipaux d'opposition, ils sont dans les conseils communautaires. Donc ce sont eux qui connaissent le mieux le territoire. Là aussi, il faut rétablir finalement le cumul des mandats. Le député maire, par exemple, qui peut avoir à la fois l'oreille à Paris, mais qui peut être aussi sur le terrain. La question se pose aussi, parce qu'il faut voir maintenant, je vais vous dire, dans le temps, jadis, ça pouvait se faire, parce qu'il y avait cette tutelle préfectorale au-dessus de la tête du maire. Et faut savoir aussi que les postes de conseillers généraux étaient différents des conseillers départementaux maintenant. Mais... il y avait cette tutelle préfectorale qui faisait que le maire, finalement, n'avait pas beaucoup de responsabilités au sein de sa commune. Mais depuis les lois de décentralisation qu'on doit à la gauche, faut pas l'oublier, c'est la gauche qui a amené la décentralisation, depuis ces lois, et ben justement, la tutelle du préfet sur les maires a complètement baissé, ce qui leur a donné une large autonomie, mais aussi beaucoup de travail. Moi, je vais vous dire, mon père est adjoint dans la commune où je réside. Il n'est que adjoint, mais quand je vois tout le travail qu'il a à faire, finalement, à côté des responsabilités qu'il exerce au sein de son entreprise aussi, je me dis que maire, c'est un travail à plein temps. Hein. Voilà, faut pouvoir supporter la colère des administrés qui viennent se battre déjà qui se battent comme des chiffonniers. Faut gérer les problèmes du quotidien, faut gérer les problèmes les répercussions nationales que peuvent avoir sur le territoire. Et je vais vous dire, franchement, je n'ai pas d'avis tranché sur cette question parce qu'elle mérite le débat. Le débat doit s'imposer, mais effectivement, pour terminer sur votre question, je vous citerai Renan qui disait « La France, c'est un plébiscite de tous les jours, mais c'est un plébiscite de territoire. Chaque territoire a décidé de faire partie de la nation française. Et c'est aussi à la nation de reconnaître
pleinement l'existence de ces territoires. Voilà, le débat est ouvert évidemment Voilà. et ne manquera pas d'intervenir. En tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, on a l'impression d'un président qui décide beaucoup. Là, on revient à, j'allais pas se dire à la grande politique, pardonnez-moi le terme, mais d'un président qui décide beaucoup. Il y a eu cette expression autour de l'Ukraine qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y aura une autre expression présidentielle ce soir à la télévision, justement pour justifier cette aide à l'Ukraine, aide qui a été... Alors, on peut dire voté, en tout cas approuvé par l'Assemblée nationale à une large majorité, il faut bien le dire. Est-ce qu'il faut aider l'Ukraine aujourd'hui ou est-ce que c'est pas la guerre de la France ? Il faut aider l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine. On n'a pas le choix. Je vais vous dire, on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que la France a toujours été la patrie des Lumières, la patrie de l'universalisme, la patrie du droit d'expression, la patrie du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, ce qui se passe en Ukraine, c'est absolument pas le cas. On a un président, M. Poutine, en Russie, qui souhaite reconstituer ce que fut le grand territoire de l'Union soviétique, voire de l'Empire tsariste. La Grande Russie. Ça dépend, voilà, la Grande Russie. Donc, quand on regarde dans les faits, c'est pas vraiment à l'Ukraine qu'il aurait dû s'attaquer en premier. Mais voilà, tant pis, c'est tombé sur l'Ukraine. Mais effectivement, on doit apporter une aide et un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine tombe, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, la route de Kiev, elle a beau mener à Sébastopol, à la Crimée et à Odessa, mais il ne faut pas oublier qu'après, il y a Bucarest, il y a Sofia, au sud, et il ne faut pas oublier aussi, qu'est-ce qu'il y a au nord ? Il y a Tallinn, capitale de l'Estonie, vous avez Vilnius, et vous avez Riga. Et tous ces pays-là, si l'Ukraine, je vais vous dire, l'Ukraine est un symbole. Parce que c'est un pays qui, lorsque l'Empire tsariste est tombé, avait, avec Makhno et la Magnovtchina, avait des liens de résistance justement contre les armées soviétiques. Donc il ne faut pas oublier la dimension symbolique qu'il y a derrière ça. On oublie l'histoire finalement. Voilà. Oui, on a beaucoup tendance à oublier l'histoire, surtout qu'on n'a pas un président qui est mu par une culture historique et politique en plus. Et parfois elle est réécrite cette histoire. On le voit d'ailleurs justement du côté de la Russie. Ah oui, mais je vais vous dire, la Russie a toujours réécrit son histoire au fur et à mesure de l'avancée du pays. Je vais vous dire, quand on regarde le nombre de guerres, les calculs sont incommensurables, mais quand on regarde le nombre de guerres qui ont été menées par la Russie contre l'Empire ottoman puis la Turquie, voilà, on comprend mieux la logique de Poutine. Mais oui, il faut aider l'Ukraine, mais c'est à l'Ukraine de nous dire de quoi elle a besoin. Elle n'a pas besoin de troupes au sol. Le président Zelensky l'a dit lui-même. Pour l'instant, tant que l'Ukraine tient, voilà, on n'a pas besoin de troupes au sol. Oui, parce qu'on a un président qui s'est encore une fois ridiculisé sur la scène internationale en disant, en se prenant pour il a décidé d'assimiler sa personne, je trouve, au symbole de la France, qui est le coq. Il s'est pris pour un petit coq en pâte en disant oui, on va envoyer des soldats, on va venir vous aider, c'est la grande mobilisation. Il a voulu laisser penser dans la psyché collective, dire on va faire partir les gens, la fleur au fusil en Ukraine, on va aller les aider. Le président Zelensky l'a tout de suite calmé en lui disant non, il n'y a pas besoin. Nos alliés aussi, d'un autre côté, y compris des États-Unis ou même l'OTAN, qui a trouvé quand même que les propos pouvaient être assez dangereux face à un Vladimir Poutine qui brandit l'arme nucléaire une fois encore. Oui, alors Vladimir Poutine qui brandit l'arme nucléaire, c'est ma nature historienne qui va parler, mais tant pis. Mais je vais vous dire, ça ne me fait pas peur plus que ça, dans le sens où il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui vivent actuellement sur Terre sont nées pendant la guerre froide, et que la menace nucléaire était beaucoup plus importante. Après en URSS, on n'avait pas un fou. Ce qu'on a maintenant. Mais voilà, il faut pas oublier que le monde entier a vécu près d'un demi-siècle avec la menace de la bombe nucléaire qui pouvait être activée tous les jours. Voilà. Mais oui, effectivement, la politique internationale de M. Macron me laisse, moi, dubitatif. Voilà, on pourrait donner comme référence Dr Folamour, le film de... Oui, voilà, c'est ça, j'y pensais justement. À revoir. On parle aussi beaucoup de social. Alors, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes. On parle beaucoup de social aujourd'hui en France. On voit cette réforme de l'assurance chômage qui arrive, avec la suppression des ASS, avec justement, permettez-moi le terme,
terme, il est un peu administratif et peut-être très froid, très clinique. Le reversement des bénéficiaires de l'ASS au RSA avec obligation de 15 heures de travail pour la collectivité. Là encore, c'est les départements qui ont en charge toute la gestion du social qui vont devoir assumer cette charge alors qu'on sait que les départements n'ont pas aujourd'hui beaucoup de moyens. Il fallait réformer l'assurance chômage, il fallait s'en prendre, si j'ose dire, à ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors, réformer dans le sens noble du terme, c'est-à-dire revenir sur ce qui ne marche pas et améliorer pour justement en faire un système capable de venir en aide au plus grand nombre, moi je vous dis oui. Mais la façon, encore une fois, dont ça a été fait, je vous dis non. Tout simplement parce qu'évidemment, il y a le pôle central de Paris qui dit « je décide », qui dit au département « vous appliquez ». Quand on regarde la situation du département des Côtes-d'Armor en ce moment, je vais vous dire, le vote du budget doit avoir lieu dans 15 jours, mais franchement, moi j'admire le courage qu'ont les conseillers départementaux de la majorité en ce moment. Qui alertent. Qui alertent, qui disent stop, là, voilà, on ne peut plus, on ne pourra pas tout financer cette année. Alors que pourtant le département a cette vocation de venir en aide aux plus démunis. Ça a toujours été la tâche des départements. Mais avec quels moyens? On leur a supprimé justement plusieurs moyens permettant de faire rentrer l'argent dans les caisses. Et à côté de ça, on leur offre pas de moyens compensatoires. Donc, au bout d'un moment, les départements vont lâcher. Et malheureusement, ça va se faire au détriment d'autres, d'autres pôles de financement. Par exemple, on a pu en discuter avec la conseillère départementale déléguée à l'enseignement supérieur et la recherche. Elle nous a annoncé qu'il y aurait peut-être des coupes budgétaires en lien justement avec ces problématiques d'absence de financement et de nouvelles prérogatives de l'État. Alors que l'État cherche, par la voix de Bruno Le Maire, il y a encore 10 milliards, 12 milliards même d'économies à faire. On s'aperçoit que finalement on fait les économies là où c'est le plus simple, c'est du côté de ceux qui ne protesteront pas. Voilà, et je vais vous dire, pour parler de l'enseignement supérieur par exemple, on nous a annoncé une coupe budgétaire de 904 millions. Dont 125 millions supprimés pour la vie étudiante. C'est inadmissible. Mais par contre, à côté de ça, on nous a dit « Oui, mais les loyers des résidences Crous vont augmenter de 3,5%. Ah oui, d'accord. Donc nous, à Mazières Solidaire, l'association que je préside d'entraide et de solidarité et d'éducation populaire du campus Mazières, on a fait nos calculs. Sur le département, on est à une moyenne d'augmentation de 10,62 €. Bon, à Paris, c'est 20 €. Donc on reste quand même, voilà. Mais après, mais il faut regarder pareil quel chiffre compose cette moyenne. À Lannion, les prix vont augmenter en moyenne de 8 à 9 €. Mais à Saint-Brieuc, ça va augmenter de 12,62 € pour une résidence universitaire qui est dans un état de délabrement. Mais voilà, même les bâtiments de la CAF à Saint-Brieuc, l'ancienne CAF, sont mieux entretenus que ça. Je vais vous dire, par exemple, moi j'avais un ami qui vivait là-bas. Et il arrive un matin en retard en cours, je lui dis pourquoi t'es en retard en cours? J'avais les pompiers parce que ma salle de bain s'est effondrée. Ah là oui, non, voilà, il habitait au rez-de-chaussée et il a vu son bac de douche tomber dans le parking. Il y a ça, et à côté de ça, vous avez une résidence universitaire neuve à Saint-Brieuc avec des loyers qui déjà sont au-dessus de ce qui devait être parce qu'il faut la financer et ils vont encore réaugmenter. Et la politique du Crous Bretagne justement va dans ce sens de casser la politique sociale. Avec des étudiants qui sont, il nous reste vraiment une petite minute, je voulais vous entendre là-dessus, Maël Le Pilouer, des étudiants qui sont dans la précarité, qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui. Ah oui, je vois, vous voyez, avec l'Union Pirate, du coup le syndicat étudiant de Saint-Brieuc et Mazières Solidaire, on a organisé une collecte, une collecte et une distribution alimentaire. On a eu une cinquantaine de personnes à venir nous voir. 50 personnes. Bon, voilà, il y a à peu près 2000 étudiants sur le campus, mais bon, la plupart effectuent des déplacements pendulaires puisqu'ils habitent généralement chez leurs parents. Mais 50 étudiants, c'est énorme. Vous prenez par exemple à Brest, j'entendais ça hier matin, ils ont 7% d'augmentation et du coup ils arrivent à peu près à 320 bénéficiaires, ce qui est le chiffre qu'il y avait au moment du Covid. Donc les étudiants sont dans la souffrance, le gouvernement ne fait rien pour. Je regardais la ministre de l'enseignement supérieur dans la commission culturelle hier, elle disait avec le sourire « Mais vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer », pour reprendre la phrase la formule maintenant célèbre d'un ministre. Mais à côté de ça, on les laisse dans la précarité. Alors justement,
on a un gouvernement qui nous laisse tomber, des députés qui nous laissent tomber, parce qu'il faut le rappeler, Michael Cosson et comment il s'appelle, Éric Bothorel ont voté contre le repas, la proposition de loi du Parti Socialiste de repas à 1 euro. Ils ont voté contre, alors qu'ils représentent des populations étudiantes. Mais à côté de ça, on a des élus qui nous soutiennent, les élus départementaux, les élus communautaires et les élus de Saint-Brieuc. Et je les remercie. Eh bien, le message est passé, on va devoir s'arrêter là. Maël Lepilouer, je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral des jeunes socialistes costarmoricains, membre du Conseil fédéral du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Vous étiez avec nous en direct ce matin, vous reviendrez, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci infiniment d'avoir été en direct dans la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.